Le 14 avril 1931, la Seconde République espagnole est proclamée. Elle remplace une monarchie dirigée depuis 10 ans par un dictateur militaire. L'Espagne des années 30 accuse un retard considérable sur ses voisins européens. Elle est peu industrialisée, connaît de graves problèmes agricoles, et l'analphabétisme est encore très présent. Il en résulte un pays très instable, d'autant plus qu'il est très divisé politiquement. En effet, la jeune République sera confrontée à des menaces de coups d'État des militaristes et des monarchistes, ainsi qu'aux nombreuses insurrections révolutionnaires des anarchistes et des syndicalistes. En 1936, le Front populaire, une vaste coalition alliant libéraux, socialistes, communistes et étant soutenue par les syndicats, ce qui, entre parenthèses, est une première, remporte de justesse les élections législatives de février. La réaction ne se fait pas attendre, et des généraux de l'armée espagnole, dont Franco, même si celui-ci est d'abord en retrait, décident de préparer un coup d'État. Ces généraux vont s'assurer du soutien des carlistes, la branche la plus réactionnaire des monarchistes, qui souhaitent depuis longtemps se débarrasser de la République, dont la politique anticléricale a ravivé leur cause. Ils seront également rejoints sans enthousiasme par la Phalange espagnole, un groupuscule fasciste qui s'inspire de l'Italie de Benito Mussolini. Tout ce beau monde forme ce que l'on appelle le camp nationaliste, qui est d'abord assez divisé et des incidents ont lieu, opposant généralement carlistes et phalangistes, jusqu'à ce que Franco fusionne les deux organisations pour éviter des dissensions internes. Le 17 juillet 1936, les généraux putschistes lancent un appel à toutes les casernes de prendre le contrôle du pays et de renverser le gouvernement du Front populaire. Malgré l'adhésion d'une part importante de l'armée et d'organisations paramilitaires, l'insurrection est un échec et Séville est la seule grande ville contrôlée par les rebelles. Le gouvernement républicain est paralysé et ne mène pas la résistance contre les putschistes. Ce sont les organisations ouvrières, syndicats et partis de gauche qui prennent les armes contre les nationalistes. Les travailleurs sont armés et prennent le contrôle des industries stratégiques, arsenaux et casernes. En pratique, à cet instant, il existe peu de loyalistes à la République. C'est surtout la Confédération nationale du travail Fédération anarchiste ibérique, CNT-FAI, qui riposte et déclenche la révolution dans tout le pays. Les moyens de production sont rendus aux travailleurs, les classes sociales abolies. Alors, voyons à présent les organisations plus ou moins loyales à la République qui forment le camp républicain. Alors tout d'abord, il y a la CNT-FAI, très puissante au début du conflit, qui est d'inspiration anarcho-syndicaliste. Elle vise donc à l'abolition de l'État et à une gouvernance basée sur des syndicats et autres fédérations populaires. À l'opposé, le Parti communiste, bien plus marginal au départ, est sur la ligne soviétique stalinienne. Il souhaite le maintien d'un État fort, une armée régulière et disciplinée, et la collectivisation des moyens de production avec un certain maintien du capitalisme. Enfin, il y a le Parti ouvrier d'unification marxiste, ou POUM, qui regroupe différentes formations marxistes non alignées sur Moscou. Il y a bien entendu d'autres organisations plus libérales, mais leur influence idéologique sur le conflit a été moindre. On voit donc déjà deux factions se dessiner au sein du camp républicain. Une faction révolutionnaire et une faction loyaliste plus conservatrice. Les révolutionnaires, dont font partie la CNT-FAI et le POUM, pensent qu'il faut faire la guerre et la révolution en même temps, que ce sont un peu les deux faces d'une même pièce. Alors que les loyalistes, et surtout le Parti communiste espagnol, pensent qu'il faut d'abord gagner la guerre avant de faire la révolution. Cette divergence de point de vue sera de plus en plus marquée par la suite, et va avoir un impact fondamental sur la guerre. En effet, le rapport de force au sein du camp républicain va énormément évoluer au cours du conflit. Lors des premiers mois, la révolution est un succès, et le front est tenu par les milices anarchistes confédérales et les milices partisanes. La situation change lorsque d'autres nations vont interférer dans le conflit. En effet, la guerre d'Espagne illustre très bien les rapports de force et les attitudes des différentes nations européennes. L'Allemagne nazie et l'Italie fasciste vont s'en servir pour faire une démonstration de leur force en envoyant des dizaines de milliers d'hommes et du matériel de qualité en aide aux nationalistes. La Grande-Bretagne ne participe pas, refusant d'aider les socialistes et cherchant à ménager ses relations avec l'Allemagne et l'Italie, car pour l'heure son véritable ennemi demeure l'Union soviétique. La France, même si dirigée par le Front populaire, n'envoie pas non plus d'aide, car elle cherche à se rapprocher de la Grande-Bretagne. Les Franco-Britanniques restent donc passifs, comme à leur habitude, et font même embargo sur la livraison d'armes en Espagne. Enfin, l'Union soviétique, très isolée diplomatiquement, va soutenir le gouvernement espagnol par l'intermédiaire du Parti communiste, en livrant des armes obsolètes, tout de même accompagnées de quelques commissaires politiques. Bah oui, il fait les choses bien, l'oncle Joe. Donc si au départ les révolutionnaires semblent favoris, la situation s'inverse très rapidement, et dès 1937, assez tôt en fait, la révolution semble matée par le gouvernement républicain,
de plus en plus sous l'influence stalinienne. En effet, les entreprises sont rendues à la bourgeoisie, le capitalisme est donc réintroduit. Les milices anarchistes sont assimilées à la nouvelle armée populaire de la République, qui est la seule armée bénéficiant de l'équipement et de l'aide soviétique. Des structures stratégiques auparavant aux mains de la CNT sont récupérées par la police du gouvernement, donnant souvent lieu à des affrontements entre révolutionnaires et loyalistes. Certains partis critiques envers l'URSS et le gouvernement, comme le POUM, sont accusés d'être la 5e colonne de Franco, des traîtres en gros, et démantelés. On assiste donc à un véritable retour en arrière, et malgré les gains d'efficacité promis par la politique centralisatrice du gouvernement, la République est finalement vaincue par Franco, qui instaure dès lors un régime autoritaire. Si les rapports de force semblaient équilibrés au début du conflit, l'armée nationaliste était une armée professionnelle, alors que l'armée républicaine du début du conflit était essentiellement composée de volontaires, et même si le cœur industriel du pays était aux mains des républicains, les dissensions internes et l'aide étrangère ont fini par provoquer leur défaite. Bon, ça c'est très bien, mais maintenant il faut essayer de les faire gagner, ces républicains. Alors pour commencer, au début du conflit, le gouvernement républicain aurait eu tout intérêt à proclamer l'indépendance du Maroc espagnol, alors sous domination nationaliste. Cela aurait eu pour effet de provoquer le soulèvement massif de séparatistes marocains dans le dos des nationalistes, ce qui les aurait considérablement affaiblis, surtout au début du conflit. Ensuite, plus tard dans la guerre, le Parti communiste pourrait encore davantage rechercher le soutien de la bourgeoisie, permettant ainsi un rapprochement avec les Alliés et une levée de l'embargo sur les armes. En échange, les communistes promettent d'anéantir la révolution et de maintenir la démocratie une fois le conflit achevé. Bon, en plus de tout ça, on pourrait imaginer que les divisions au sein des nationalistes deviennent de plus en plus importantes et amènent à de nombreux accrochages, notamment entre les carlistes très conservateurs et les phalanges fascistes, Franco ne parvenant ici pas à les accorder. On ajoute à tout ça des aléas favorables à la République et poum, la République est victorieuse, et les nationalistes restants s'exilent au Portugal. Alors, pour le reste du scénario, on va dire que la guerre se termine en même temps que dans la réalité, le 1er avril 1939. Après la victoire, les communistes, maintenant la force hégémonique sur la scène politique espagnole, marginalisent de plus en plus leurs alliés libéraux du Front populaire, et vont même proposer au Parlement un vaste plan de collectivisation. Les députés libéraux, trahis et fous de rage, vont quitter l'Assemblée. Inutile de préciser qu'ils n'y reviendront jamais. La République socialiste espagnole est proclamée le 15 avril 1939, et rejoint le Comintern, l'organisation internationale de l'Union soviétique. Pendant ce temps, des divisions de l'armée populaire vont reprendre le contrôle des industries qui avaient été rendues aux bourgeois quelque temps plus tôt. Elles seront nationalisées. Les autres mouvements communistes non staliniens seront également purgés par des campagnes de stabilisation. Les Alliés n'émettront que des protestations diplomatiques, sans intervention militaire car ils sont maintenant bien davantage inquiétés par l'expansionnisme de l'Allemagne nazie. Cependant, la France se pressera d'annexer le Maroc espagnol indépendant avant que les séparatistes ne donnent des idées à leurs voisins. Il ne reste alors en Espagne que le Parti communiste et la CNT, qui contrôlent chacun de larges portions du territoire. Une guerre froide va s'installer entre les deux organisations, mais malgré quelques accrochages, aucun n'est assez puissant pour anéantir l'autre, et personne ne veut replonger dans une guerre civile de toute façon. L'issue de la guerre d'Espagne a pour effet immédiat que l'Italie, grandement déstabilisée par sa défaite, ne cherche pas à se rapprocher davantage de l'Allemagne, et cherche même à maintenir ses relations avec le Royaume-Uni. En août 1939, l'Espagne, toujours alignée sur l'Union soviétique, signe le pacte de non-agression avec l'Allemagne. Allemagne qui n'a rien à gagner de l'invasion d'un pays déjà dévasté, avec une population très mobilisée contre elle. Bon, la suite, on la connaît. L'Allemagne déclare la guerre à la Pologne, qui se fait écraser, la France et la Grande-Bretagne interviennent, la France se fait écraser, et pendant ce temps, l'Union soviétique revendique les frontières de l'Empire russe, en annexant les États qui se trouvent sur son chemin. Et, dans ce scénario, l'Espagne envahit le Portugal. En effet, le Portugal, alors sous le régime dictatorial et conservateur de Salazar, abrite depuis la fin de la guerre civile ce qu'il reste des nationalistes et monarchistes espagnols. Ceux-ci lancent régulièrement des assauts depuis la frontière et parviennent même parfois à quelques gains territoriaux. Cette situation offre un casus belli parfait à l'Espagne, qui, profitant de la confusion qui règne en cet été de 1940, déclenche l'invasion du Portugal. L'enjeu de cette guerre est non seulement l'annexion du Portugal, mais aussi de faire une véritable démonstration de force de la part de l'armée républicaine, qui veut apparaître comme une véritable armée moderne. Malgré un début difficile, marqué notamment par une série de grèves décrétées par la CNT, l'armée populaire espagnole, modernisée, entraînée et équipée
et encadré par l'Union soviétique, parvient aisément à prendre le contrôle du pays. Avec la volonté de réunir l'ensemble de la péninsule sous un seul État, la République socialiste ibérique est proclamée. Après la victoire décisive de l'Allemagne sur la France, l'Italie rejoint la guerre, mais plus tardivement que dans la réalité. Mieux préparée, on peut imaginer que, contrairement à la réalité, elle réussit à envahir la Grèce. Oui, je sais, j'ai jamais dit que ce scénario était réaliste. En juin 1941, l'opération Barbarossa est lancée par l'Allemagne et consiste en l'invasion de l'Union soviétique et de la République socialiste ibérique. La guerre se déroule donc sur 2 fronts pour l'Allemagne, dont la situation est beaucoup plus délicate que dans la réalité. Cependant, il est peu probable que l'Espagne puisse résister longtemps aux assauts de la Wehrmacht, et le Reich occupe très vite la quasi-totalité du pays. Seules les régions montagneuses au sud demeurent aux mains des communistes, qui sont rapidement appuyés par des renforts franco-britanniques provenant d'Afrique du Nord. Dans ce scénario, on peut imaginer que l'opération Torche, qui est la libération de l'Afrique du Nord par les Alliés, se déroule 1 an plus tôt, en janvier 1942, du fait de l'avantage stratégique apporté par le front espagnol. En effet, il n'y a pas de corps expéditionnaire allemand en Afrique, car l'Italie est rentrée en guerre beaucoup plus tard, et Hitler la considère donc comme trop peu loyale et trop opportuniste pour lui accorder son soutien. De plus, la Wehrmacht a besoin de tous ses hommes pour mener une offensive sur 2 fronts lors de l'opération Barbarossa. Les effectifs de la Wehrmacht mobilisés en Espagne manquent cruellement sur le front de l'Est, et le rapport de force s'inverse rapidement en faveur des Alliés et du Comintern. D'autant plus que la résistance en Espagne et en France est beaucoup plus importante et mieux organisée que dans la réalité. Dès l'été 1942, l'armée rouge contre-attaque et le Reich recule. Début 1943, les Alliés débarquent en Italie du Sud, ce qui provoque la chute du régime de Mussolini au profit des partisans républicains et communistes. À partir de là, l'Axe recule sur tous les fronts, et on peut imaginer que l'Espagne se libère d'elle-même, notamment grâce à l'aide de ses résistants, alors que les Alliés, de plus en plus inquiets de l'avancée soviétique, se concentrent sur la libération de la France, de la Belgique et des Pays-Bas. Dans ce scénario, l'Allemagne capitule en 1944 et est entièrement occupée par l'Union soviétique, qui en fait un État fantoche. La République socialiste ibérique sort donc également vainqueur de ce conflit, et les tensions vont rapidement augmenter entre les Alliés et le Comintern. La première crise de cette guerre froide pourrait avoir lieu en Italie, où après la chute du régime fasciste, républicains et communistes s'opposent. Une guerre civile pourrait alors éclater, d'autant plus que les puissances étrangères ont tout intérêt à s'en mêler. Mais peut-être aussi que le roi pourrait parvenir à réunifier le pays en promettant libéralisme et réformes sociales et en proclamant un gouvernement d'union nationale. Après la guerre, l'Espagne socialiste se bâtit sur le modèle du communisme à la soviétique. Elle repose donc sur un État autoritaire très centralisé, s'appuyant sur une bureaucratie importante et sur une économie fermée et planifiée. Cependant, l'Espagne a ses propres particularités, notamment la place de la religion catholique dans la société. Ainsi, bien qu'officiellement athée, l'État espagnol ne persécutera pas l'Église catholique. Au contraire, il s'appuiera largement sur elle pour légitimer son pouvoir. On n'est pas une interprétation près. On peut également imaginer qu'une Espagne communiste serait beaucoup plus développée et industrialisée que dans la réalité, tant le Parti communiste favorise l'industrialisation aux dépens des campagnes. Mais une industrialisation aussi rapide a des conséquences, et il est probable que le pays traverse de graves périodes de famine. Enfin, certaines communautés, toujours contrôlées par la CNT, bénéficient d'une certaine autonomie politique, car le gouvernement central n'a pas les moyens de s'en débarrasser. Dans ce scénario, après la guerre, le communisme est bien plus répandu que dans la réalité, et dans certains pays comme la France ou l'Italie, il n'est pas rare que des communistes participent au gouvernement. Cette situation rend ces États particulièrement vulnérables face au Comintern et à l'OTAN. Par conséquent, il est probable que l'intégration européenne se fasse beaucoup plus rapidement que dans la réalité, le moteur de cette intégration étant ici le couple franco-italien. Cette fédération européenne s'affirme comme une troisième voie dans ce monde bipolaire, et sera rejoint par d'autres États européens non alignés sur Moscou ou Washington, comme la Yougoslavie ou le Danemark. Voyons à présent quelles seraient les conséquences de cette Europe très rouge dans le contexte de la guerre froide. Tout d'abord, il est peu probable que soit adopté le plan Marshall, qui se heurte à l'opposition communiste. Dans la réalité, cette aide économique américaine pour la reconstruction de l'Europe avait pour but d'endiguer la montée du communisme, mais elle a également permis la croissance de l'économie américaine
en lui ouvrant les portes des marchés européens. Sans cette aide, l'Europe se reconstruira donc beaucoup plus lentement et accusera sans doute un certain retard de développement, mais elle sera aussi plus indépendante des États-Unis, qui en sont eux-mêmes assez affaiblis. L'Espagne communiste pourrait également être un acteur majeur de la décolonisation, en libérant ses anciennes colonies en guise d'exemple et en finançant de nombreuses organisations anti-impérialistes et révolutionnaires. Autre crise de cette guerre froide, le lieu stratégique de Gibraltar, sous contrôle britannique, est revendiqué par l'Espagne communiste, qui pourrait finalement obtenir gain de cause lors d'une période de détente. Aussi, l'Espagne, de par sa proximité historique et culturelle, pourrait également intervenir dans de nombreux conflits en Amérique latine, en s'opposant à l'influence nord-américaine. L'Amérique du Sud pourrait bien se transformer en une véritable poudrière, opposant guérilla communiste et régime pro-américain fascisant, ou inversement. Peut-être même que le continent pourrait être le théâtre de conflits ouverts entre différents États. Bref, c'è le chaos. Quoi qu'il en soit, dans ce scénario, le rapport de force entre le Comintern et l'OTAN est beaucoup plus équilibré que dans la réalité. En effet, le Comintern bénéficie de la puissance industrielle et scientifique allemande, ainsi que de l'influence historique espagnole, alors que l'influence économique américaine est bien moindre que dans la réalité. Dans ce scénario, non seulement le drapeau rouge est le premier à flotter sur la Lune, mais le Comintern en général se porte beaucoup mieux que le pacte de Varsovie de notre réalité. À l'aube du XXIe siècle, une part encore conséquente du monde adhère au communisme. L'URSS ne s'est pas effondrée, la guerre froide est toujours d'actualité et il est temps d'arrêter là ce scénario, qui devient manifestement de plus en plus compliqué et de moins en moins crédible. Alors, qu'adviendra-t-il ? Les États-Unis, frappés par les crises économiques et les vagues de migration provenant d'une Amérique latine dévastée, finiront-ils par se replier sur eux-mêmes ? L'Union soviétique et son oligarchie corrompue s'effondrera-t-elle en emportant au passage le reste du Comintern ? Manuel Valls, après avoir réprimé les insurrections des autonomistes de la CNT catalane, parviendra-t-il au poste de secrétaire général du Parti communiste espagnol ? Je vous laisse spéculer à volonté dans les commentaires.